Donc, bonjour à tous, je suis Sarah Robin, doctorante en deuxième année de chimie de l'environnement à l'UNC. Mon sujet de thèse s'intitule « La dynamique des contaminants dans les mangroves urbaines ». Lorsque je parle de dynamique, cela implique l'évolution des contaminants dans l'espace et dans le temps au sein de ce milieu. La mangrove est un écosystème dit intertidal, c'est-à-dire qui se développe le long des côtes, et dans ce cas tropicales et subtropicales, que l'on peut reconnaître grâce à ces arbres typiques, les palétuviers. Les mangroves rendent de nombreux services écosystémiques, tels que la protection des côtes de l'action des vagues, ce qui limite l'érosion du trait de côte. C'est également un refuge et une nurserie pour de nombreuses espèces de crustacés, d'oiseaux et de poissons du lagon comme du large. Les mangroves du monde entier sont menacées directement ou indirectement par l'homme, dû notamment à la déforestation, à la contamination du milieu et à la modification des échanges entre la mangrove et les sources en eau, comme les rivières et la mer. En Nouvelle-Calédonie, la mangrove recouvre 80% du littoral de la côte ouest de la Grande Terre, tout ce qui est en rouge ici. Les deux espèces de palétuviers dominantes sont Avicennia marina et Rhizophora stylosa. Dans le cadre de mon étude, nous nous concentrons sur la mangrove de Dambéa, car c'est la deuxième ville la plus peuplée de Nouvelle-Calédonie après Nouméa. Il y existe de vieux quartiers résidentiels comme Koutio, et c'est une ville en pleine expansion urbaine ces dernières années. En plus, tout le littoral de Dambéa est quasiment entièrement recouvert de mangroves, comportant les deux espèces dominantes de palétuviers, donc tout ce qui est ici en vert sur cette carte. Plus précisément, la mangrove urbaine d'étude est la mangrove située à côté du Médipôle, car elle reçoit depuis plus de 50 ans les eaux pluviales qui tombent sur Koutio, ruissellent dans le lotissement et se déversent ensuite dans la mangrove par une embouchure qui est en photo ici au centre. C'est donc une eau douce, mais urbaine, potentiellement chargée en contaminants. Pour comparer nos résultats, nous étudions également une mangrove contrôle à proximité qui ne reçoit pas d'eau urbaine. Les objectifs généraux de ma thèse sont les suivants. Déterminer l'influence de l'urbanisation sur la nature et les quantités de contaminants dans le sol de mangrove, évaluer les facteurs qui influent sur la dynamique des contaminants dans les mangroves, décrire le transfert des contaminants du sol vers les tissus de palétuviers, et enfin identifier les mécanismes d'adaptation des palétuviers face au stress lié à la contamination des mangroves. En plus d'apporter des connaissances scientifiques fondamentales sur le sujet et le site d'étude, cette thèse a des implications plus grandes puisque la contamination des mangroves influence la contamination des espèces de l'écosystème, la contamination des populations qui dépendent de cet écosystème, notamment par le biais de la pêche, et la contamination des écosystèmes adjacents tels que les récifs coralliens. Aujourd'hui, je vais seulement vous parler d'un volet de ma thèse sur lequel j'ai déjà des résultats. Il s'agit de l'évaluation de la dynamique des métaux dans une mangrove urbaine. Alors, les métaux dont je parle sont des métaux que l'on retrouve dans l'environnement naturellement, mais qui, à certaines concentrations, peuvent être dangereux pour l'homme et l'environnement, tels que le fer, le nickel et le plomb. Dans ce premier volet, il s'agit de répondre aux questions suivantes. Où sont ces métaux? En quelle quantité? Sous quelle forme? Dissous, solides? Et de quels paramètres dépendent-ils? Pour cela, nous avons collecté dans nos deux mangroves du sol, de l'eau du sol, des feuilles et des racines de palétuviers. Et les métaux ont été analysés sur un appareil optique à l'IRD qui s'appelle l'ICP-OES. Donc voici des résultats que j'ai déjà obtenus. Tout d'abord, on s'aperçoit que le sol de la mangrove urbaine, donc ici en orange, la salinité du sol est largement inférieure à la salinité du sol de la mangrove contrôle, ici en jaune. Cela est dû à cette arrivée d'eau douce urbaine dont je vous ai parlé tout à l'heure, car je rappelle que la mangrove est située au niveau de la zone de balancement des marées, et donc à marée haute, toute la mangrove est immergée d'eau de mer. Donc c'est pour ça que la mangrove contrôle a une salinité élevée. Aussi, le pH du sol de la mangrove urbaine est plus élevé, donc moins acide. Cela est également dû à cette arrivée d'eau urbaine qui a un pH de 8 et qui augmente donc le pH naturel de la mangrove. Enfin, le taux de matière organique dans le sol est moins élevé dans la mangrove urbaine.
Cela peut être dû à plusieurs choses. Il est possible que les feuilles des palétuviers qui tombent à terre dans la mangrove urbaine et qui constituent une majeure partie de la matière organique soient immédiatement exportées hors de la mangrove dû à ce flux d'eau continu au sein de la mangrove. Maintenant, si on regarde la teneur en métaux dans le sol de mangrove, on s'aperçoit que pour certains métaux, donc ici le cuivre, plomb, titane et zinc, leur concentration dans le sol est plus élevée dans la mangrove urbaine. Ces métaux peuvent être apportés par cette eau urbaine qui coule sur les maisons et la route, car ces métaux sont retrouvés notamment dans les briques, dans la peinture des routes, les pneus, etc. Par contre, si on regarde la concentration de tous les autres métaux, ils sont largement inférieurs dans le sol de mangrove urbaine. Et là, ça peut paraître plus étonnant. On a plusieurs hypothèses pour expliquer cela. D'une part, il est possible que la bétonisation du bassin versant de la mangrove urbaine limite l'érosion du sol dans lequel sont ces métaux et donc diminue leur apport. D'autre part, il est possible que les métaux qui sont dans le sol de la mangrove urbaine soient plus mobiles et donc peuvent ne pas être dans le sol, mais plutôt transférés soit vers les palétuviers, soit vers les écosystèmes adjacents. Donc je m'explique, dans le sol, les métaux peuvent être retrouvés sous plusieurs formes, soit dans la phase dissoute, c'est-à-dire dans l'eau du sol, soit dans la phase solide. Quand ils sont dans la phase dissoute, ils sont plus assimilables par les palétuviers, par exemple. Et nos résultats montrent qu'il y a plus de métaux en phase dissoute dans la mangrove urbaine que dans la mangrove contrôle. Aussi, dans le sol, le sel, c'est NaCl. Quand c'est dans l'eau, l'atome de sodium Na et l'atome de chlore Cl vont se séparer, et l'atome de chlore peut alors créer des liens avec les métaux comme le fer, ce qui donne ici le chlorure de fer. Le fer, associé à 3 atomes de chlore, est beaucoup moins assimilable par les palétuviers que le fer tout seul. La même chose est vraie avec la matière organique. Les métaux peuvent créer des liens avec la matière organique et être moins assimilables par les palétuviers. Du coup, avec moins de sel et moins de matière organique dans le sol, il est très probable que les métaux de la mangrove urbaine soient plus assimilables par les palétuviers que ceux de la mangrove contrôle. Pour vérifier cette hypothèse, on a mesuré les concentrations dans les feuilles et racines de palétuviers. On a calculé un facteur de bioconcentration, BCF, qui est la concentration du métal dans les racines sur la concentration dans le sol. Donc plus BCF est élevé, plus il y a de transfert du sol vers les racines de palétuvier. Et là, on s'aperçoit que dans la mangrove urbaine, il y a en effet plus de transfert du sol vers les racines de palétuvier que dans la mangrove contrôle, ce qui confirme que les métaux sont plus assimilables par les palétuviers dans cette mangrove. Maintenant, si on regarde le facteur de translocation, TF, qui est la concentration dans les feuilles sur la concentration dans les racines. Donc encore une fois, si TF est plus élevé, ça veut dire que le transfert des racines aux feuilles est plus élevé. On s'aperçoit que pour quasiment tous les métaux, il n'y a pas de différence entre la mangrove contrôle et la mangrove urbaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si dans la mangrove urbaine, on a un transfert plus important des métaux du sol vers les racines, les palétuviers vont limiter le transfert de métaux potentiellement toxiques vers les feuilles où se passent des processus vitaux tels que la photosynthèse. En conclusion, l'urbanisation est une source de métaux qui peuvent se retrouver en concentration plus élevée dans le sol de mangrove. Toutefois, la majorité des métaux sont en concentration moins élevée dans le sol de la mangrove urbaine, et cela est dû à ce flux d'eau urbaine qui va favoriser le transfert des métaux vers les racines de palétuviers. Cependant, les palétuviers vont limiter le transfert de métaux potentiellement toxiques vers les feuilles. Donc, qu'est-ce que cela implique ? Les palétuviers ont une bonne capacité d'adaptation face au stress métallique, et mes résultats peuvent également être utilisés pour aider les collectivités à mettre en place des plans de suivi de cet écosystème qui sont plus adaptés à certaines pressions anthropiques et au type de contaminants. Concernant le reste de ma thèse, il me reste à étudier la dynamique d'un autre type de contaminants qui peuvent être liés à l'urbanisation, c'est les hydrocarbures, à identifier l'influence de la nature de la matière organique sur la dynamique des métaux et des hydrocarbures, et enfin analyser la dégradation de la litière végétale, c'est-à-dire les feuilles mortes à terre,
dans ma mangrove urbaine et ma mangrove contrôle. Je vous remercie de votre attention. Merci, mademoiselle Robin, pour cet exposé, on va dire, relativement clair. Donc, pas relativement, très clair. Donc, je me tourne vers l'Assemblée pour les questions. Allez, madame Bailly. Moi, j'ai une petite question qui me turlupine là. En fait, donc vous dites que dans la mangrove urbaine, il y a un flux d'eau qui est plus important que dans la mangrove témoin. Et donc, vous le liez uniquement au fait que les sols sont imperméabilisés et qu'il y a donc un transfert des zones urbanisées, c'est ça? Mais non. Oui. Alors, attends, je reviens sur... On va y arriver. Ok. Du coup, dans la mangrove urbaine, on a en fait l'eau pluviale qui tombe sur Cutio, qui va rentrer dans la mangrove par une embouchure qui est ici. Donc en fait, ça c'est une embouchure il y a tout le temps de l'eau en fait au niveau de cette embouchure, et du coup c'est de l'eau douce qui va être constamment à l'entrée de la mangrove. Donc on peut le voir de la route d'ailleurs qu'il y a toujours cette eau dans la mangrove, alors que normalement la mangrove c'est au niveau de la zone de balancement des marées. Donc à marée basse il n'y a pas d'eau dans la mangrove, à marée haute il y a de l'eau dans la mangrove, de l'eau salée, du coup de l'eau de mer. Donc c'est le cas dans la mangrove contrôle. Dans la mangrove urbaine, les marées rentrent et sortent également, mais à l'entrée au niveau de cette embouchure, donc au niveau de la route quasiment, il y a toujours cette eau douce qui rentre dans la mangrove et qui, du coup, c'est un flux continu. Donc, quelle que soit la marée, que ce soit marée haute ou marée basse, il va toujours y avoir de l'eau dans cette mangrove. C'est que des eaux pluviales, c'est ça? C'est des eaux pluviales qui tombent sur Cutio et qui ruissellent ensuite du lotissement et qui se déversent ensuite dans la mangrove. J'aurais aimé savoir si vous avez prévu de mener une étude comparative par rapport à des résultats qui ont été publiés dans d'autres pays, puisque la mangrove est un sujet largement étudié. Oui, bien sûr, c'est déjà quelque chose que j'ai pu réaliser. J'ai soumis un article justement avec ces résultats. Donc, dans cet article, il y a la comparaison avec les mangroves du monde entier. On s'aperçoit que pour certains métaux, notamment le nickel, le fer, dû aux sols calédoniens qui sont très riches, on a des concentrations qui sont supérieures. Par contre, par rapport à d'autres mangroves qui sont très urbanisées dans le monde, donc je pense des fois en Chine, au Vietnam, au Brésil, on a quand même des concentrations en certains métaux comme le plomb, le zinc, etc., qui sont quand même inférieures. Donc, même si je compare à, on va dire, des seuils environnementaux, on est quand même en dessous de ces seuils-là. Donc, ce n'est pas des concentrations qui sont encore alarmantes. Je ne parle pas de concentration alarmante. Moi, j'étudie plutôt la dynamique. Pourquoi est-ce qu'on en a plus à certains endroits que d'autres? Mais en effet, on a plus de concentration de certains métaux par rapport à des mangroves qui sont, on va dire, pristines, préservées dans le monde, mais moins que des mangroves qui sont très urbanisées, très dégradées, ou qui ont subi, par exemple, des dégradations comme des marées noires ou des choses comme ça. Merci Sarah pour ton exposé. Moi j'ai une question par rapport à certains résultats que tu nous as présentés. Si on peut remettre un graphe, j'ai eu l'impression que toutes tes valeurs étaient à 1. Oui. Est-ce que tu peux... Voilà. Cela ? Oui, ce type de résultat-là. Ouais, en fait, j'ai normalisé les concentrations pour avoir vraiment une comparaison très pratique de mangrove urbaine versus mangrove contrôle. Parce que en fait, les concentrations sont extrêmement différentes entre chaque métaux, et donc j'aurais eu un graphe qui est beaucoup moins lisible, parce qu'en effet tous les métaux ne sont pas équivalents. Là en fait c'est vraiment pour montrer la comparaison entre les deux sites, mais en effet c'est pas du tout des concentrations à 1. Si on met en milligrammes par gramme, on n'est pas du tout à ces valeurs là. Les concentrations en plomb sont largement inférieures aux concentrations en fer ou en chrome ou en titane.
Et je suppose que c'est le même principe sur les graphes suivants où tu as tes ratios là. Non, alors là par contre c'est la vérité. Ça, c'est là pour le coup c'est vrai. C'est des facteurs. C'est des facteurs. Donc là on est. C'est pas. Ah si, j'ai normalisé. J'ai menti. J'ai normalisé. Encore une fois parce que on a aussi une différence dans les facteurs qui sont très importants. Par exemple, le manganèse, il va y avoir plus de manganèse dans les racines, des fois, que dans le sol. Donc, je vais avoir des facteurs de bioconcentration qui sont très élevés, alors que pour d'autres métaux, ils vont très peu être transférés vers les racines, et donc je vais avoir des facteurs qui sont très faibles. Donc, encore une fois, c'est pour avoir quelque chose de plus lisible aujourd'hui. Mais si vous êtes intéressé, mon article va bientôt sortir. Donc enfin, j'espère, en tout cas, il n'a pas été accepté encore, mais on croise les doigts. Ok, merci. Oui, tout à l'heure, vous aviez dit que les palétuviers, ils ont une capacité d'adaptation face au stress métallique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on peut les laisser se débrouiller, ou il faut quand même maîtriser l'eau en amont des rejets? Alors, faut savoir que donc en fait, la mangrove, ça reste un écosystème qui est assez tolérant aux pollutions, notamment aux pollutions métalliques. On voit que on a retrouvé des mangroves avec beaucoup de métaux dans le sol, dans les racines, et qui sont quand même en entre guillemets bonne santé, parce que ils vont pas mourir avant de fortes concentrations, de très très fortes concentrations en métaux. Ce que ça veut dire, c'est que les palétuviers sont tolérants, c'est bien, c'est une bonne chose, mais du coup, il faut les préserver pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ont un peu cette capacité de filtre. La mangrove a cette capacité de filtre, alors qu'au sein de l'écosystème de mangrove, d'autres espèces sont plus sensibles à ces contaminations-là. Donc, si on a des fortes concentrations, par exemple dans les feuilles, ça peut être dangereux pour les organismes qui vont manger ces feuilles. Ça peut être dangereux pour les écosystèmes adjacents si on enlève les palétuviers et qui ne vont pas garder ces métaux. Dans ce cas-là, les métaux vont être transférés vers les écosystèmes adjacents qui, eux, sont beaucoup moins tolérants au stress métallique, notamment les récifs coralliens. Donc, il faut préserver les palétuviers. Il faut faire attention et la mangrove en général, il faut faire attention à ce qu'on déverse dedans parce qu'ils ne sont pas capables de tout assimiler. Et là, ce qu'on a vu, c'est que la mangrove qui n'a pas, entre guillemets, d'eau urbaine et de pression anthropique importante, elle a des concentrations plus élevées dans le sol. Mais pourquoi? Parce qu'elle arrive à stocker ces métaux-là. Alors que la mangrove qui est modifiée, qui a cette eau urbaine qui arrive, est moins capable de stocker les métaux et donc peuvent être transférés vers les écosystèmes adjacents. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais, que je vais mettre en perspective de ma thèse, que j'aimerais voir plus tard, c'est est-ce que ça va dans la baie, dans le lagon, et du coup, est-ce que c'est pas plus dangereux? Merci. Alors encore deux questions très courtes et réponses courtes. Merci pour la présentation. J'avais une question sur les contaminants liés à l'urbanisation. Oui. Si on regarde les habitats de Koutiaux, qu'on arrive à la mangrove et qu'on arrive ensuite à la mer, en amont et en aval, il y a deux choses qui m'intéressent. Et je voulais savoir, c'est peut-être pas l'objectif de votre thèse, mais peut-être de votre équipe. En amont, il y a les jardins potagers qui sont formels et informels. Il y a énormément d'aliments qui sont produits dans cet intervalle-là. Est-ce que les contaminants, est-ce que l'équipe ou est-ce que vous avez envisagé, étudié le degré de contaminants dans les production des jardins potagers qu'il y a, parce qu'il doit certainement y avoir des traces, ou peut-être que ça a été fait. Et de la même façon, au niveau de la mer, au niveau des poissons, au niveau de tout l'écosystème, est-ce que là aussi, on sait des choses sur les contaminants? Alors, merci pour votre question. Donc, moi, je travaille particulièrement sur la mangrove. Enfin, je suis team mangrove. Et Yves sera team poisson. Donc, je sais qu'il y a déjà des thèses, des travaux qui se font beaucoup sur les poissons. Moi, justement, comme je disais, dans les perspectives, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui sort de la mangrove. Déjà, en regardant la dégradation de la litière végétale, je vais pouvoir savoir un peu plus sur qu'est-ce qui sort de la mangrove. Après, je ne m'intéresse pas du tout à ce qu'il y a après, avant, etc. Je m'intéresse vraiment au système de la mangrove. Mais je sais que, en tout cas, pour les jardins, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vraiment entendu parler qu'il y avait des études dessus. Mais par contre, sur ce qui est lagon, poisson, etc., il y a en effet beaucoup plus d'études dessus, mais ce n'est pas mon travail. Oui,
Dernière question, ok, rapide, j'ai compris. Et donc, j'ai regardé effectivement la zone sur laquelle vous faites vos travaux et également le fait que vous vous intéressiez aux conséquences effectivement de cette contamination des mangroves, notamment sur les autres composants de l'écosystème. Alors, je pense qu'on est un certain nombre à avoir été chercher des crabes dans la zone. Et du coup, je prends pour rassurant le fait que vous disiez qu'on n'avait pas atteint un seuil alarmant de toxicité. Mais du coup, la question, c'est on peut continuer à poser des nasses ou c'est comment ? Alors, je vous assure que dans la mangrove urbaine que j'étudie, vous n'êtes pas allé chercher des crabes parce que vous ne voulez pas mettre les pieds là-bas. Je suis contente de ne plus avoir de terrain là-bas, honnêtement. Mais non, aujourd'hui, on a quand même de la chance d'avoir des mangroves qui sont assez préservées en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas de seuil encore alarmant. Alors, pour les hydrocarbures, ça n'a jamais été étudié encore en Nouvelle-Calédonie, donc je vais le faire, je vous tiendrai au courant si vous voulez. Voilà, dans la mangrove urbaine que j'étudie, il n'y a pas de nasse, vous n'allez pas chercher les crabes là-bas. Dans le reste, on est encore assez préservé. Et c'est potentiellement pour la suite de l'étude, c'est voilà, les poissons qui sont dans la mangrove, les crabes, etc. Aujourd'hui, moi, je m'intéresse pour l'instant qu'aux palétuviers. Mais pour l'instant, rien d'alarmant. Ne vous inquiétez pas. Pas de crabe mou, par contre.